Je vous remercie d'être là par un si beau temps. On serait si bien dehors, mais on va faire une balade nature, donc voilà. Et on va voir beaucoup de choses. Disons que c'est un résumé, un concentré de plein de balades nature. Et on va commencer au printemps, si je comprends la technique. Donc depuis le temps que ça défile, vous avez compris que c'était la nature en bord de chemin. Parce que en fait, c'est en se baladant en bord de chemin qu'on découvre la nature, et pas forcément en rampant dans les ronces ou en allant ailleurs. Et donc quand on se balade, il faut repérer les choses, évidemment. Là, vous voyez qu'il y a un petit lièvre qui se balade. Ce qui est important quand on se promène, c'est pas de se promener justement, c'est souvent de s'arrêter, de prendre son temps. Même moi, des fois, ça me le fait, je m'arrête comme ça par hasard, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Parce que quand on marche, on va trop vite. Et souvent, avec des enfants, je faisais ce que j'appelais un safari sur 100 mètres carrés, et ça les aide beaucoup à se concentrer, c'est-à-dire qu'on faisait avec un fil et des bâtons, on traçait 1 mètre carré de prairie, et on regardait. C'était le contraire de la balade où on voit plein de trucs sans jamais s'arrêter. Là, on s'arrêtait. Et on s'apercevait qu'il y a un scarabée qui passait, un papillon qui s'envolait, qui avait butiné, etc. Et ils prenaient conscience de la richesse de ce qu'il y a autour de nous. Et je leur disais, vous voyez, ce petit mètre carré, il y en a des millions et des millions devant nous. Et là, on prend la conscience de la richesse qu'il y a autour de nous, parce qu'autour de nous, malgré tout, on va rester optimiste, c'est resté très riche. Donc ça, ce sont des images de Fabrice Caès, qui est un excellent photographe qui m'a aidé à faire ce bouquin-là. C'est beaucoup ce livre-là que je vous raconte, mais ce coup-là, c'est raconté. Donc ça, ce sont dans les Vosges, c'est le petit matin. Et déjà, la nature, c'est beau. Et sur le même chemin, là, il a eu la chance, parce qu'on est encore en plein jour, on voit une martre. Bon, c'est dans les Vosges, c'est très forestier, donc c'est la martre qui a une bavette orange, alors que la fouine, c'est le même animal, en gros, avec la bavette blanche. Même endroit, il y va tous les jours, il y passe tous les jours. Un chevreuil, ou même une chevrette. Patience, patience, toujours patience. Ça, c'est le chevreuil qui a servi à faire la couverture du livre. Et d'ailleurs, on voit juste, il suivait la chevrette, en fait, on voit l'arrière là. Ça, évidemment, c'est dans l'est de la France. Ici, on aura un peu plus de mal. C'est un chat sauvage, un vrai, un gros matou. Ça se voit, on les distingue des chats domestiques, notamment à leur grosse queue très épaisse, annelée. Il y a quelques problèmes d'hybridation, mais il y a encore beaucoup de chats sauvages. Et je suis venu, j'ai passé un week-end chez lui dans les Vosges. Et c'est un naturaliste, il connaît son chemin. Il m'a montré le chat sauvage. J'ai croisé le regard du chat sauvage et je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est un regard vraiment différent, très différent, quoi. La renarde qui jouait avec ses petits, les blaireaux le soir, enfin un week-end vraiment, j'en ai vu. Hein. Évidemment le renard, ça c'est le symbole de l'association dont je m'occupe depuis très longtemps, ça s'appelle l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Notre emblème c'est un renard qui est soi-disant nuisible et on se bat beaucoup pour déclasser les animaux de la liste des nuisibles, mais là je m'égare un peu. Donc on se balade au petit matin. On va s'arrêter dans un endroit qui paraît à peu près banal. Des traces de tracteurs, des flaques de boue, des vaches. On est au printemps, hein. Et la boue, on va voir que c'est très important la boue parce que c'est un lieu de vie extraordinaire, notamment pour ces oiseaux. Vous avez deviné, ça c'est une hirondelle de fenêtre qui est en train de faire une boulette de boue avec son bec. Et on en a besoin pour construire son nid. Pareil pour les hirondelles, alors voilà, ça c'est le nid en construction des hirondelles de fenêtre. J'en ai vu il y a quelques jours, mais je crois qu'elles sont parties maintenant. Enfin, dans mon village, il y a quelques jours que je ne les vois plus, qui font des nids en forme de coupole. On les appelle fenêtres parce qu'elles sont sous les fenêtres, souvent elles sont sur les bâtiments et à l'extérieur. Et ça c'est l'hirondelle rustique, c'est l'autre, qui fait aussi son petit nid de boue, et la boue c'est très 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 important. On s'est aperçu à Bruxelles, une étude a montré qu'il y avait moins d'hirondelles parce que c'était trop propre, il n'y avait plus de boue, elles ne pouvaient pas faire... alors, il y a les insecticides, il y a le manque d'insectes, mais il y a aussi ça, le manque de boue. S'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de nid. C'est très important, elles peuvent faire 300 km de navette entre le point d'eau et leur nid pour faire leur nid de boulettes, et elles le fabriquent avec de 700 à 1500 boulettes. Donc c'est du boulot, un petit nid comme ça.
Et d'ailleurs, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était un voisin qui allait rénover sa fenêtre, qui allait bousiller les nids, et je lui ai rappelé que casser un nid d'hirondelle aujourd'hui, c'est plus de 10 000 euros. Ça l'a fait réfléchir. Bon, après, on passe pour un terroriste, mais j'ai sauvé des hirondelles, je suis bien content. Alors ça, c'est des hirondelles donc rustiques qu'on voit à l'intérieur des granges. Et ça, c'est des spectacles qu'on voit, qu'on entend autour de nous, quoi, qu'il y a dans toutes les fermes, mais de moins en moins parce qu'on a la mauvaise habitude de fermer les fenêtres. C'est souvent maintenant des résidences secondaires, on ferme tout avant de partir, et c'est un danger pour les hirondelles, c'est aussi un danger pour les chauves-souris. D'ailleurs, il y a des colonies qui sont mortes parce qu'au printemps, elles ne pouvaient plus sortir, on avait fermé avant, pendant l'hiver. Donc il faut faire attention à laisser des orifices toujours pour ces animaux. On revient au même endroit banal. Parce que ce que j'aime bien, c'est montrer que dans la banalité, il y a beaucoup de choses, montrer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc on va s'approcher un petit peu de la boue. Donc il y a de l'eau, ça sert évidemment à se désaltérer. Ça c'est un pigeon ramier. Et les pigeons ramiers, si vous observez bien, quand ils boivent, enfin tous les colombidés d'ailleurs, les tourterelles aussi, quand ils boivent, ils aspirent l'eau. Alors que les autres petits oiseaux, ça c'est un moineau friquet, il met la tête en arrière pour avaler l'eau. Il le fait en plusieurs fois. Et il y a le même phénomène chez les mammifères. Les chevaux, par exemple, ils aspirent l'eau alors qu'un prédateur, un chat ou un chien, va laper. C'est des petites choses qu'on observe en... Alors évidemment, l'eau, ça sert à se baigner. Ça, c'est une bergernette qui est en train de faire sa toilette. Très important, parce qu'en fait, elle entretient son matériel de vol, hein, c'est la survie. Et souvent, on voit des abeilles, parce que l'eau est indispensable pour le miel. C'est un apiculteur, moi je ne suis pas apiculteur, mais qui m'a dit, si on les voit en train de boire de l'eau, c'est qu'elles font leur miel. Et l'eau, ça sert aussi de climatiseur dans les ruches, c'est-à-dire que quand il fait très très chaud, elles ont des gouttelettes et elles font vibrer leurs ailes et elles rafraîchissent la ruche avec de l'eau. Donc tout ça, c'est vraiment vital. Donc ça, c'est une abeille domestique, hein, c'est Apis mellifera, ça c'est celle qu'on connaît le plus. Mais il y en a d'autres, les abeilles solitaires. J'aime beaucoup ces animaux-là. Ça, c'est aussi des abeilles, il y en a deux espèces. Hein. Il y a Smyrus et je ne sais plus. Enfin, il y en a deux espèces là, que j'ai vu en train de. Pareil, on est au printemps là, toujours. En train de faire leur nid, exactement comme les hirondelles à une autre échelle, parce qu'elles ont besoin de boue pour tapisser leur nid. Et en France, rien qu'en France, il y a quasiment 1 millier d'espèces d'abeilles solitaires. C'est-à-dire qu'on a des mœurs totalement différentes de la nôtre. Quand on dit les abeilles disparaissent, on ne pense qu'à celles qui font du miel, parce que ça nous intéresse, le miel, mais les autres ne nous font pas de miel, elles sont au moins aussi importantes, en tout cas pour la pollinisation. La plupart pollinisent mieux et plus efficacement que les abeilles, qui mettent tout le pollen dans leur corbeille. Elles s'en imprègnent et elles pollinisent mieux. Et donc elles ont des mœurs vraiment très très intéressantes. Voilà l'osmie rousse, comme on voit au bord de ces fenêtres, sur ces murs qui font des nids avec de la boue. Donc elles pondent dedans, elles mettent de la nourriture et elles ferment. Et la larve va se nourrir là-dedans. Et il y a des abeilles des abeilles solitaires qui font par exemple des nids en découpant des feuilles de rosier qui entourent le berceau de leurs petits comme ça. Il y en a qui ne comptent que dans des coquilles d'escargots vides. C'est tout un travail pour elles. Donc c'est vraiment les abeilles solitaires, on les connaît mal, alors qu'on peut les voir facilement. En ce moment, le lierre vient bientôt fleurir, je crois qu'il commence à fleurir. Et ça, pour tous ceux qui s'intéressent à la nature, allez à côté du lierre. C'est les dernières fleurs qui sont très très mellifères, qui attirent tous les butineurs. Vous allez voir beaucoup de papillons, de mouches, de vraies, de fausses abeilles, et des abeilles solitaires, notamment la collette du lierre. C'est une petite abeille solitaire qui ressemble un peu à notre abeille, mais elle est plus striée, elle ressemble un peu à une guêpe derrière, elle est très mignonne. Et là, en ce moment, on ne la voit quasiment que en automne et que sur le lierre. Donc c'est une abeille solitaire. Alors voilà, là on est au printemps, donc le rendez-vous du printemps, autant l'automne c'est le lierre, autant le printemps c'est les saules évidemment, où on voit tous les butineurs. Ça c'est du saule, c'est le mâle, hein, parce que les saules sont mâles ou femelles. Ça c'est les mâles qui ont le pollen bien jaune. Une mésange qui est en train de se régaler, qui est toute jaune. C'est aussi alors c'est un peu la période du jaune. Il y a une période jaune, donc il y a les pissenlits avec la coccinelle. Et sur un pissenlit, on voit beaucoup de choses. Ça c'est une petite tortue.
une grande tortue. Voilà une pierride. Si on se rapproche un peu, j'aime bien un pissenlit parce que c'est une plante banale. Bon, on la connaît aussi pour ses vertus diurétiques, on l'a connue parce qu'on peut faire de la confiture avec, mais là je suis pas dans l'exploitation, je suis dans le regard, l'intérêt gratuit si vous voulez. Donc si on se penche vraiment sur une fleur de pissenlit, en fait on voit que c'est pas une fleur, c'est un bouquet de fleurs. C'est une composée, on appelle ça une composée, comme les marguerites, comme plein de fleurs. Donc c'est tout un tas de fleurs qui sont rassemblées autour d'une tige. Alors on se penche un petit peu plus et on voit ces tout petits animaux noirs. Il y en a pas mal en Eure-et-Loir, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est des animaux qui adorent le jaune et même quand on se balade avec un t-shirt jaune, on peut en avoir plein sur soi. Ça s'appelle les méligettes. Donc ils apparaissent comme ça. Bon, il y a un agriculteur un jour qui m'a dit ouais, ça c'est un coup des écolos, ils les ont introduits. Je vois pas quel est l'intérêt. C'est vrai que ça mange un peu les fleurs jaunes, notamment le colza. Donc on se penche encore un peu. On voit les petites méligettes à gauche et à droite des plus grands qui s'appellent les bitures. Donc il y a plein de bitures dans le pissenlit. Une jeune sauterelle. Au printemps, il n'y a pas encore de cris. Si vous vous rappelez, les cris des sauterelles, des criquets, etc., c'est en plein été. Ça symbolise les nuits d'été, d'ailleurs souvent dans les films. Pour la bande-son, on met du criquet, on met des choses comme ça. Et au printemps, il n'y en a qu'un qu'on entend bien, c'est le grillon des champs. C'est le seul, c'est le premier. Mais toutes les sauterelles sont, comme cette toute petite sauterelle, c'est des miniatures de leurs parents. Il n'y a pas de métamorphose où elles changent de forme comme le papillon qui commence chenille. Donc les sauterelles, au fur et à mesure de la saison, on va les voir grandir, se ressembler mais grandir, jusqu'à l'époque de la reproduction. Mais là, tant qu'elles ne sont pas adultes, elles n'ont pas besoin de faire de bruit, on ne les entend pas. Ça, c'est une cétoine funeste. C'est un pollinisateur un petit peu voyou parce on voit qu'il a quelques poils, donc ça recueille le pollen et quand il va d'une fleur à l'autre, il pollinise, mais il fait aussi du dégât, il en profite, il mange bien. Hein. Alors voilà ce que donne un champ de pissenlit quelquefois au printemps. Il n'y a que des pissenlits. C'est une véritable dictature cette plante parce qu'en fait, elle combat les autres plantes. C'est pas les seules. Hein. Il y a une bagarre interne entre les plantes, elles envoient de l'éthylène et il y a une sorte de guerre chimique entre les plantes qui font que le pissenlit dégage les autres plantes et fait des sortes de monocultures naturelles. Mais c'est pas la seule. Hein. J'en ai plein mon jardin et je n'ai pas que ça. Ça fait très peur à la voisine, mais il n'y a pas que ça. Donc au bout d'un moment, les pissenlits, ça c'est bien connu, font des graines ou plutôt des fruits volants qui vont s'envoler, qui peuvent aller jusqu'à 10 km. Qu'on appelle des akènes. C'est aussi l'époque des coucous, ça il y en a beaucoup ici, hein, les primes verts sauvages. Et le coucou, c'est tout le symbole du printemps. Là, elle est butinée par un bourdon des champs, je crois. Alors pourquoi il y a beaucoup de fleurs de sous-bois au printemps? Est-ce que vous savez pourquoi elles sont plutôt là au printemps? Ouais, il n'y a pas de feuilles aux arbres, absolument, vous savez tout. Donc elles se dépêchent de pousser, si on peut dire, avant que la lumière leur soit cachée par les feuilles des arbres. Donc là, et c'est l'époque du coucou. C'est un oiseau qu'on ne voit pas si facilement que ça. Surtout qu'on ne reconnaît pas. Il faut l'entendre chanter, et même quand il est près, on a l'impression qu'il est loin. Ça sort de la gorge, c'est très très bizarre le coucou, parce que j'en ai observé en train de chanter dans mon jardin, mais tout près. Et j'avais l'impression qu'il était loin, alors je le voyais. Donc c'est vraiment le symbole du printemps, et au moins ça c'est un chant d'oiseau qui est facile à retenir. Donc ça c'est le mâle qui est gris en général, et la femelle qui est plus marron. Donc c'est évidemment le roi de l'imitation, ça vous le savez. Les femelles imitent les œufs des oiseaux victimes, mais ce qu'on sait moins quelquefois, c'est qu'elles les imitent, c'est des lignées de femelles qui imitent certains oiseaux. C'est-à-dire que si c'est des oiseaux qui ont des œufs bleus, de mère en fille, elles vont se transmettre les œufs bleus. Et en fait, elles sont sélectionnées par leurs victimes.
peut-être que Thierry Laudet me raconterait ça mieux que moi, c'est un peu de la génétique, c'est-à-dire que quand un oiseau parasite, un oiseau qu'on appelle naïf, qui n'a pas l'habitude, il va couver un œuf mal imité. Mais au bout d'un moment, il va se méfier, il va enlever les œufs mal imités. Ce qui fait qu'il va sélectionner les meilleures imitatrices de lignée en lignée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des lignées de coucous femelles qui imitent presque à la perfection les œufs. Ce qui est curieux, c'est qu'au moment de la reproduction, elles ont le cerveau qui enfle. Parce qu'on dit toujours qu'elle dépose un œuf dans le nid, c'est vrai, mais elle dépose plusieurs œufs, je crois que c'est une douzaine en tout. Donc elle est obligée de repérer tous les nids de ses victimes, les horaires, etc., pour pondre exactement au bon endroit. Donc elle a le cerveau qui enfle, elle a une partie du cerveau qui est dédiée à ça, qui va dégonfler après la reproduction. Et elle pond très très vite, ce qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. Si on fait des comparaisons, c'est comme si une femme voulait accoucher, par exemple, avant son feuilleton ou après son feuilleton préféré. Voilà, c'est exactement au moment où il faut. Elle va très vite. Elle imite aussi un peu les... De loin, on dirait un faucon avec ses ailes pointées. Et je me suis fait avoir souvent. Et en revanche, de près, avec son costume rayé, on dirait un épervier. Ce qui fait que ça ressemble beaucoup en plus, le bec crochu, ça ressemble beaucoup à un rapace. Et c'est aussi une imitation qui intimide les petits oiseaux qui ont tendance à la laisser pondre plus facilement si elle imite les rapaces. Donc c'est vraiment les rois du pastiche, les coucous. Et au moment des coucous, qu'est-ce qu'on voit? Les crachats de coucou, mais je vois que j'ai affaire à des spécialistes. Vous me dites si vous savez tout. Donc ça, vous savez que c'est la larve d'un petit insecte qui s'appelle la cicadelle, qui en quelque sorte bat son urine en neige pour se faire un tapis de bulles. Et quel prédateur irait le chercher là-dedans? Donc il est assez tranquille, à part les naturalistes, naturaliste c'est une plaie pour les insectes, donc qui s'amusent avec un brin de... Mais moi je ne l'ai pas fait pour faire une belle photo, j'ai juste pris l'amas de bulles. Alors, on va passer aux animaux domestiques, parce que vous voyez, on a regardé la flaque d'eau, et on n'a pas vu à droite, là il y a les vaches qui viennent de sortir au printemps. Animal curieux s'il en est, comme toutes les proies potentielles, les vaches comme les chevaux sont des herbivores, donc ce sont des animaux trouillards. Et les animaux trouillards sont aussi des animaux curieux parce qu'ils ont besoin de savoir d'où vient le danger. Donc si vous restez un moment près de chevaux ou de vaches, tôt ou tard ils vont venir vous voir pour savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs les Indiens, pour attraper des chevaux, ils avaient bien compris ces mœurs-là, ils les suivaient pendant 2, 3 jours, 4 jours, et à un moment ils ne bougeaient plus. Et c'est les chevaux qui revenaient vers eux. Genre, ils avaient pris l'habitude d'être suivis, ils venaient vers eux, et là, ils se faisaient choper. C'était malin, les Indiens. Ça, c'est dans le Limousin, où il y a encore des vaches heureuses, c'est-à-dire qui vivent dehors, qui ont leurs cornes, leurs petits, qui allaitent, et j'aime beaucoup aller dans... Ça, c'est en Haute-Vienne, j'aime beaucoup ça. La photo est pas belle, elle est de moi, mais... Puis on voit le taureau qui est bien placide, qui se fout des vaches, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir quand elles sont à chaleur. Donc il y a aussi des... C'est intéressant parce que les naturalistes souvent ne regardent que les animaux sauvages et pas les animaux domestiques. Or les animaux domestiques, ce sont des gros mammifères qui montrent des comportements proches de leurs ancêtres et qui sont tout aussi intéressants. Vous verrez difficilement un chevreuil allaiter, mais une vache, c'est très possible. Donc leur comportement, leur langage gestuel... moi j'ai 2 chevaux, je passe des heures à les regarder, je monte plus dessus et je passe des heures à les regarder, ils m'apprennent beaucoup, parce qu'on apprend leur caractère, et ils ont tous des individualités, leur langage, enfin on pénètre dans leur univers quand on reste comme ça un bon moment à regarder les animaux. Alors ça c'est une vache qui donne un petit coup pour pousser l'autre, parce que les vaches, leur arme c'est leurs cornes, donc mais on le sait instinctivement, un taureau qui baisse les cordes, c'est comme montrer son arme. C'est très clair. Hein. Ça, en fait, c'est une sorte de câlin entre une vache et un taureau, mais c'est plutôt pour un échange de mouches. Elle se frotte et c'est lui qui a tout chopé. Elle est assez maligne. Hein. Donc, évidemment, ça, c'est la vie naturelle avant les enfants dans les fermes. Ils voyaient ça, donc ils comprenaient comment se passaient les choses. Ce qui m'amuse dans la photo, c'est la vache qui regarde. Donc, les vaches font ça entre elles aussi. Alors, les éthologistes disent que c'est la femelle qui se laisse faire, c'est qu'elle est réceptive, qu'elle est en chaleur, et les éleveurs disent que c'est au moment des chaleurs, donc les deux correspondent bien, parce qu'il y a 2 savoirs quelquefois qui sont différents, des méthodes d'approche qui sont différentes,
Et en fait, ça se rejoint bien, c'est bien au moment des chaleurs, et c'est aussi une gestuelle de domination, il me semble bien. Ça, c'est juste pour montrer la souplesse de la langue. Un petit veau. Et voilà ce qu'on peut voir quand tout va bien. Un veau qui tète. Et ça, c'est des spectacles qu'on a peu finalement autour de nous, en tout cas avec les animaux sauvages. Ah, les vaches sont des animaux qui lèchent beaucoup. Moi, je dessine aussi, donc il m'est arrivé une fois, je dessinais des vaches comme ça, et il y en a une qui m'avait approché, qui m'avait léché d'un grand coup, qui m'a envoyé dans les fils électriques, donc on a une châtaigne tous les deux, tout le troupeau s'est enfui, et c'est très lécheur, quoi. Si vous restez un moment, là, une vache va vous lécher, c'est très râpeux une langue de vache, hein. Alors que le cheval n'est pas du tout lécheur, hein. Alors voilà, on va voir la différence entre les vaches et les chevaux, parce que comme ce sont des animaux terrestres et herbivores, ils se ressemblent, on dirait qu'ils sont de la même famille, mais en fait, génétiquement, pas du tout, du tout, du tout. La vache est beaucoup plus proche du dauphin que du cheval. Leurs ancêtres communs sont beaucoup plus proches. Et c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire que la nature trouve les mêmes solutions au même style de vie. Comme ils sont herbivores, ben, ils se ressemblent, quoi. Mais sinon, ils ne sont pas tellement cousins. Et ça se voit dans beaucoup de choses. Bon, ça, c'est des chevaux qui font du grooming, ça vous connaissez. Il faut qu'ils soient copains pour faire ça. Donc, ils se grattent le dos, en général dans des endroits où ils n'arrivent pas à s'atteindre eux-mêmes. Et on a fait des expériences sur leur circuit nerveux, et ça correspond à des points d'acupuncture calmants. Alors, le langage des chevaux, ça les cavaliers savent, mais pas forcément les naturalistes. Ils parlent avec les oreilles. Alors celui-là, il est attentif, il regarde en face de lui parce que ses oreilles sont bien dressées. Ça peut être un signe d'inquiétude aussi, mais celui-là, à son regard, non. Là, il est moins content. Un cheval qui couche les oreilles, il faut se méfier, et pas seulement les chevaux. Alors, ça a une historique, cette gestuelle. C'est Darwin qui a trouvé ça dans un livre qu'il a appelé L'expression des émotions chez les hommes et chez les animaux, je crois, qui a un peu fondé l'éthologie aujourd'hui, c'est-à-dire la science du comportement. Il a beaucoup observé le langage non verbal, aussi bien chez les nourrissons que chez les animaux. Et il disait, les oreilles, c'est un organe très, très vulnérable. Quand on se bagarre, vaut mieux les coucher pour les protéger. Donc quand on les couche, ça veut dire je suis prêt à la bagarre. Donc voilà, c'est très simple, il y a une histoire de tout ça. Alors là, il est un petit peu en contradiction, c'est-à-dire il a une oreille devant qui est curieuse devant, mais il a aussi entendu un bruit derrière. Et ça, on l'observe facilement chez les chevaux, mais si vous regardez un chevreuil, c'est pareil. Ça pivote dans tous les sens. C'est des vrais pavillons. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand vous allez dans la nature et que vous voulez mieux entendre, vous mettez comme ça vos oreilles en pavillon, vos mains en pavillon derrière l'oreille, et vous entendez beaucoup mieux. Vous avez des oreilles de lapin et ça vous aide. Alors voilà le langage non verbal très 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 éloquent. Le jeune cheval de droite, là, on vient de le lâcher au milieu de chevaux qu'il ne connaissait pas. Et là, la noire, c'est la mère de celui-là, et elle lui dit, bah, tu ne joueras pas avec, hein. Et c'est assez clair. Et il n'a pas joué avec. Alors la voilà avec son petit, encore un spectacle qu'on peut voir, assez facilement encore. Donc il y a tout un échange d'odeurs, qu'on peut voir chez les animaux domestiques. Ça, c'est l'apprentissage du cheval. La vache, je vous disais qu'ils n'ont vraiment pas cousin. Le petit de la vache, il est un peu comme l'éléphant. En cas de danger, le veau, il va se terrer, il ne va pas bouger. Il ne va pas se rapprocher des autres. Alors qu'un cheval, il va être très vite sur ses pattes et très vite, quelques heures après sa naissance, capable de marcher, voire de galoper, parce que c'est sa manière de fuir le danger. Autant les vaches, elles tiennent de leur ancêtre l'auroch, elles ont leurs cornes pour se défendre, autant les chevaux, eux, ils n'ont que la vitesse. Donc ce sont des animaux très 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 trouillards d'ailleurs. Quand vous croisez des chevaux, que vous êtes à moto ou en voiture, faites attention parce que il est allé un peu vite. Donc quand tout va bien, que les animaux sont dans des prés qui mangent de l'herbe, le petit apprend de sa mère quelles sont les herbes toxiques ou non. Et c'est un apprentissage très très important parce que des animaux qui ne sont pas élevés dans des conditions naturelles sont un peu dénaturés.
Et on a même vu des chevaux qui avaient peur de l'herbe la première fois qu'ils en voyaient. Donc voilà, c'est important l'éducation pour les chevaux aussi. Alors ça, cette jument se gratte parce que quand on approche d'un troupeau en général, on est harcelé par les mouches. Vous avez sans doute vu ce comportement dans les champs, avec des chevaux ou avec des vaches, ils se tiennent tête bêche. Et il faut que ça soit des copains pour faire ça, hein, parce qu'il faut qu'ils se connaissent bien. Et en fait, chacun profite de l'effet chasse-mouche de la queue de l'autre. Parce que autant avec la queue, ils peuvent se débarrasser de ce qu'il y a derrière, autant là, on voit très bien que chacun va... quelquefois, il y en a même 3 ou 4 comme ça qui sont tête bêche, les uns derrière les autres. Là, on voit bien comment ça marche. J'en ai vu quelquefois avec des chevaux trop petits, avec des poneys, donc ça atteignait pas. Il y en a un qui gagnait, mais pas l'autre. Et voilà, parce que quand même, il y en a beaucoup. Ça, c'est aussi dans le Limousin, qui est une région que j'aime beaucoup parce qu'elle est très sauvage. Mais il y a aussi, évidemment, comme il y a moins de pesticides, il n'y a plus d'insectes. Et les animaux sont quand même très très embêtés. Alors contre ça, il y a ça. Ça, c'est mon cheval, un de mes 2 chevaux. Et il a un bonnet. Vous avez sûrement vu ça. Et si vous avez des chevaux, c'est super utile. En plus, il est assez vieux, donc il a les yeux très fragiles. Et c'est un grillage, donc en fait, il voit à travers. Il voit un peu moins bien, ce qui les rend encore plus trouillards. Ils n'en ont pas besoin, mais au moins, ils sont tranquilles. Je suis pas trop à mettre des manteaux sur les caniches et autres, mais quand même, il y a des trucs, ça aide. Alors voilà un insecte qu'on voit beaucoup en ce moment. Non, c'est pas un thon. Et les cavaliers connaissent pas trop. Ça ressemble à une abeille, mais ce n'en est pas du tout une. Et là, vous voyez, elle a sorti sa tarière de ponte. C'est un gastérophile. Et là, les petits trucs blancs, ce sont des œufs collants. Et en ce moment, on les voit, c'est souvent à l'automne. Ils harcèlent les équidés, en général, les ânes, les chevaux, les poneys. Ils pondent généralement sur le ventre et sur les pieds, surtout sur les jambes. Donc ça s'appelle gastérophile. Gastéro, c'est estomac, phile, aimé, parce que les larves, enfin ça dépend des espèces, hein, mais les larves en général se développent vivent dans l'estomac, pardon. Elles sont rejetées dans le crottin, ça donne des gros vers roses qui vont devenir ces espèces de mouches parasites qui vont s'envoler, se reproduire et les femelles vont pondre. Donc c'est tout un cycle qui passe par le cheval. Donc, qui les embête beaucoup d'ailleurs. Ils claquent comme ça des sabots sans arrêt. Et c'est très difficile à photographier. C'est très rapide. Mais j'ai réussi à faire ça. Et on voit bien cette arrière de ponte qui est sortie. Donc en ce moment, si vous regardez autour des chevaux, vous verrez ça. Et si vous n'en voyez pas, vous verrez sûrement les petits points blancs partout. Ça, c'est les œufs de gastérophile qui sont collés. Puis c'est pas facile à enlever, hein. Donc ça, c'est un temps. Bon, c'est la femelle qui pique, hein, c'est comme le moustique, c'est pour avoir des protéines pour faire ses œufs. Mais si on oublie les problèmes des piqûres, c'est quand même assez joli. Ses yeux, c'est des vrais vitraux, c'est quand même Si on oublie le reste, c'est très joli. Et voilà, donc les vaches se frottent les unes contre les autres, comme les chevaux, sans arrêt. En général sans ménagement. Ça entretient la souplesse, parce que se lécher l'arrière pour un veau, c'est quand même, c'est pas un serpent, hein, faut y arriver. Ah, les bouses. Ça, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Safari dans la bouse. La galette de bouse, c'est sûrement un peu ma madeleine, parce que quand j'étais petit, j'allais me baigner dans des prés où il y avait des bousses de vaches et je passais des heures à les regarder. Et c'est pas du tout un penchant scatologique malsain, c'est vraiment intéressant, il se passe vraiment des choses intéressantes. Et c'est quelque chose qu'on ne regarde pas, et je ne connaissais pas de livre grand public qui parle de cet élément-là de la chaîne alimentaire. Parce qu'en général, on monte la pyramide alimentaire. En bas, l'herbe, au-dessus, les herbivores, au-dessus, les carnivores, et au-dessus, les super prédateurs, avec l'homme évidemment, qui est toujours à la meilleure place. Et on oublie que tous ces gens-là, ils font des déchets qui retournent, et il y a des recycleurs. C'est pas une pyramide, c'est une chaîne. Et donc les recycleurs qu'on trouve dans les bouches sont très importants, sont très intéressants, et méritent qu'on y penche un peu le nez. Voilà, c'est un véritable mouchodrome. Donc il y a des mouches de toutes les couleurs, des vertes en général, hein, qui pondent dedans.
La jaune à aile noire, peut-être que vous la connaissez, on l'appelle la mésandrine de midi. On la voit très souvent sur les bouses et sur les ambellifères quelquefois. On l'appelle de midi parce qu'elle aime bien le soleil. Ça, c'est des toutes petites mouches qui s'appellent les sepsis. On dirait presque des fourmis volantes, mais en fait ce sont des mouches. Et le mâle, là, il est accroché sur une femelle, c'est ce qu'on appelle un pseudo-accouplement. En fait, il se la réserve, parce que ça manque de filles chez eux, chez beaucoup d'animaux d'ailleurs, on va le voir, et donc il la réserve. Et ça s'observe. Il y a des nuées de sepsis souvent sur les mouches, sur les bouches et sur les bouses et sur les crottins. Et le mâle séduit la femelle, entre autres, avec des produits aphrodisiaques. C'est ce qui me semble qui sortent par les tibias. Donc ça veut dire séduire une femelle avec du parfum sur une bouse, il faut quand même le faire. Alors ça, elles sont plus connues, celles-là, vous les connaissez. C'est Scatophagia stercoraria, mais plus vulgairement, ça s'appelle les mouches à merde. Alors là, c'est pareil, ça manque de filles. Il y a une femelle qui est grise, et là on voit le derrière de deux mâles qui sont jaunes. Ça se bat beaucoup. On a découvert des principes scientifiques, la compétition spermatique, en observant devant des bouses ces animaux-là. Et si on regarde bien, là ils sont tous sur une femelle en fait. On la voit mal, mais celui-là il est sur une femelle, celui-là sur une femelle. Donc il y a eu plein d'études sur les mouches à merde qui sont tout à fait passionnantes. Et là je vous renvoie au livre de Thierry Laudet pour en savoir plus. C'est un grand spécialiste, non pas des mouches à merde, mais de la sexualité animale. Toujours sur une bouse, on ne s'en lasse pas. C'est une sorte de coccinelle qui n'a pas de petit nom affectif, comme la coccinelle. C'est le Spheridium scaraboides, qu'on voit facilement. C'est celui qui fait des petits trous partout. Je l'appelle le poinçonneur des cacas. Et quand vous voyez une bouse avec plein de petits trous, c'est lui qui a fait ça en général. Il arrive quand la bouse est fraîche, donc il nage littéralement dans la bouse. Il est cousin avec d'autres coléoptères aquatiques. Et qui dit proie dit prédateur, évidemment. Ce petit coléoptère, il s'est fait attraper par une grosse mouche prédatrice qu'on appelle l'asile frelon. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu en été. C'est une grosse mouche qui a l'air inquiétante d'ailleurs. C'est marrant parce que des fois, instinctivement, on sait que c'est prédateur, ça ne nous pique pas. Mais en revanche, ça gère bien les populations de gousiers et de mouches. Voilà, l'asile frelon, qui a des pics autour des pattes pour retenir ses proies. Voilà, mais c'est des heures d'affût. On me prend pour un fou avec mon appareil photo qui trempe dans la bouse. Mais c'est intéressant. Un petit prédateur des bouses, une sorte de staphylin, l'ornitholestes. Très très rapide, très difficile à photographier. Ça c'est une guêpe qui n'est pas du tout inféodée aux bouses, mais qui a bien compris qu'il y avait du gibier là-bas. Donc qui est à l'affût des... Voilà. Et ça c'est un beau papillon blanc immaculé qui a en fait les pieds dans la merde. Parce qu'il y a plein de sels minéraux, il y a plein de choses dans le fumier qui sont intéressantes. Alors, on va aller un peu, ça va sentir la rose maintenant. Donc on est toujours au printemps, mais un petit peu plus tard. Les églantiers, ça c'est des plantes que tout le monde connaît. Donc on va s'approcher des églantiers, toujours en bord de chemin. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc on va s'approcher, on va sûrement voir des animaux. Là vous voyez quelque chose. Vous voyez une toute petite araignée, c'est un mâle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a des grandes boxes. Enfin, les grandes boxes, c'est ce que je dis aux enfants, ça leur plaît beaucoup, c'est les deux petits palpes copulateurs qui dépassent. Et c'est à ça qu'on reconnaît les araignées mâles. Et en général, ils sont beaucoup plus petits. Ça, c'est des Strongyali maculés ou tachetés. Elles ont plusieurs noms. Ce sont des beaux coléoptères qu'on voit souvent sur les églantiers, qui sont jaunes et noirs. Ça, c'est une imitation des signaux visuels de danger qu'ont les guêpes, par exemple, parce que le jaune et le noir, c'est un contraste très très fort. Donc ça veut dire attention danger, mais en fait, il n'y a aucun danger. C'est des imposteurs, il y en a beaucoup, des imposteurs dans la nature. Alors ça, c'était une longue bataille entre une citoyenne funeste et une Strongyali qui voulaient toutes les deux brouter le même pollen, mais l'autre, là, c'est un vrai temps qui n'a jamais bougé. Donc l'autre a fini par s'en aller. Donc ça, c'est 3 cétoines dans le même églantier. Donc tout ça, ça prouve que quand on se penche un peu sur
une seule espèce, on voit, mais on en voit. Bon, évidemment, c'est pas dans la même balade, hein, c'est pour ça que je vous économise 2-3 ans de balade, mais n'empêche, ça c'est un insecte qu'on voit aussi assez facilement, qui est pas grand, hein, qu'on voit dans les renoncules notamment, ou dans les églantiers, c'est le démère noble. Vous avez jamais remarqué celui-là? Et on distingue que c'est un mâle à cause de ses grosses cuisses enflées, c'est un peu Popeye, quoi. La femelle a des cuisses fines. Une chenille, toujours sur les mêmes plantes. Ça, sont des insectes qu'on voit presque exclusivement dans les églantiers, les antaxies brillantes. Ah, vous êtes d'accord. Mâle et femelle. C'est tout petit, donc il faut un minimum de patience, de curiosité. Et ça, vous connaissez sûrement, même s'il y en a de moins en moins en Eure-et-Loire. C'est une femelle, donc c'est moins... C'est une pygriache écorcheur. On dit une et écorcheur, je ne sais pas pourquoi, ça c'est les joies de la langue française. Donc ça ressemble un peu au rapace avec le bec crochu. Et c'est le serial killer des S, et il a des mœurs épouvantables. C'est-à-dire qu'il embroche vivant des proies. Donc des fois des insectes, j'ai vu des tans, des fois des sauterelles, des fois des souriceaux, ça dépend, voilà. Et on n'a pas toutes les explications sur le fait qu'il fasse ça. Ça peut être des cadeaux nuptiaux, ça peut être des réserves, ça peut être des délimitations de territoire. Il y a peut-être des nouveaux textes là-dessus. On n'a pas toujours l'explication exacte sur tout. Alors on est toujours au printemps, hein. Ça, c'est une fauvette à tête noire, ça fait partie des oiseaux énervants parce qu'ils sont très courants. On reconnaît leur chant, on les entend et on les voit jamais parce qu'ils sont toujours planqués dans les buissons. Comme le rossignol d'ailleurs. Qui a vu bien des rossignols dans sa vie? On les entend mais on les voit jamais, hein. Ils sont bien planqués. Donc ça fait partie des chanteurs discrets mais pas au niveau auditif. C'est chanteurs de printemps. Alors de temps en temps, ils sortent quand même, on les voit. Ça, c'est Fabrice Carrez, hein, il est patient. Rouge-gorge, ça, c'est un des oiseaux dont on peut reconnaître le chant quand même assez facilement, qui est très flûté, un peu triste. Parce que souvent, quand je me balade, je fais des sorties nature, on me dit « Oh, les chants d'oiseaux, c'est trop compliqué, tout ça ». On a toujours l'impression que la nature est réservée aux spécialistes, qu'il faut savoir les noms latins, qu'il faut tout identifier, mais on s'en fout. D'abord, les contacts avec la nature, il est émotionnel, il est artistique, il est tout ce que vous voulez. Et enfin, pour moi, il n'est pas forcément scientifique d'abord. On n'est pas obligé d'être agrégé de biologie pour apprécier le chant du rouge-gorge ou le distinguer. Alors, si vous voulez apprendre des chants d'oiseaux, il faut commencer par les simples. Donc le coucou, c'est fait. Après, vous avez le Puyo véloce, que vous connaissez peut-être, qui fait tsip-tsap, tsip-tsap. On l'entend encore là, parce que c'est un migrateur qui reste très longtemps. C'est le premier arrivé, le dernier sorti. Et on l'entend encore, tsip-tsap, tsip-tsap, c'est simple. Enfin, Puyo véloce, c'est pas simple, mais en anglais, ça s'appelle chief-chaff. Ils sont plus malins. Donc vous l'entendez, c'est un oiseau très courant, assez terne, donc on ne regarde pas trop, mais il est assez courant. Et si vous voulez apprendre des chants d'oiseaux, même sur internet, vous apprenez par exemple le rouge-gorge, et de préférence pas au printemps parce qu'ils chantent tous en même temps, là c'est la cacophonie, et vous apprenez les plus courants. Donc rouge-gorge, pinson. Si vous connaissez le pinson, vous connaissez à peu près la moitié des oiseaux qui chantent, parce que dès qu'il y a un arbre, il y a un pinson, il chante très souvent. L'accenteur mouchet, le troglodyte mignon, et là déjà si vous savez repérer cela, c'est déjà pas mal. Ça c'est le bruant jaune, qui est assez marrant aussi, son chant c'est toute une petite, un petit tri, à la fin ça se termine par zzz, comme ça, qui est en train de faire le crooner, là il joue le beau gosse sur une haie, qui a été flingué en plein printemps d'ailleurs, on remarque. Donc évidemment, il délimite le territoire, il appelle les femelles, ça vous connaissez la musique. Là on arrive on avance dans la saison, il n'y a pas encore très longtemps, c'est la fin de l'été, c'est presque encore en ce moment, il y a les murs, et là on voit l'intérêt de ce qui pique, des ronces, parce que souvent ça passe pour... c'est vrai que ça pique et que c'est hostile quand on se roule dedans, on n'est pas obligé, mais c'est très utile. C'est très utile par exemple à plein d'animaux. C'est un refuge pour plein d'animaux. Les chevreuils, l'hiver, ils mangent surtout des ronces et du lierre, donc c'est des plantes qui sont banales et auxquelles on ne fait pas attention, mais qui sont très importantes pour les animaux. Et évidemment, les haies, on continue de les flinguer à tout va, bien qu'on sache à quel point c'est riche et important. Les orties, moi j'aime beaucoup les orties.
Euh, bon, ça, évidemment, quand on fait des photos comme ça, on se fait piquer pas mal. Ça, ce sont des orties dioïques. Alors ça, c'est un truc que j'ai lu pas mal dans les livres, et c'est ça que j'aime bien faire dans mes livres, c'est que euh, quand je me balade, je vois plein de choses qu'il n'y a pas dans les livres, et je vois dans les livres plein de choses qu'il n'y a pas quand je me balade. Donc, dans tous les livres, je voyais qu'il y a des orties dioïques, ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles. Mais personne ne disait comment les reconnaître, alors que c'est vraiment des plantes que tout le monde peut voir. Donc je me suis renseigné, j'ai demandé à un botaniste du muséum qui m'a validé mes photos. Donc ça, c'est un garçon. Voilà, on voit, il y a les 4 étamines, mais c'est très très près, hein. Donc et ça fait des plants blancs, parce que les plants sont soit filles, soit garçons. Donc il faut qu'il y ait des butineurs qui aillent de l'un à l'autre. Et de loin, les plants mâles sont quand même assez rouges. Et ça, c'est une fille. Comme souvent chez les plantes, l'organe femelle, c'est un peu comme les anémones de mer, ça fait une brosse parce que ça doit attraper le pollen. Donc c'est très accrocheur. Et ça fait plutôt des plants, vous savez, les petits trucs qui dégoulinent sous les feuilles, ça fait plutôt des choses blanches. Donc voilà, les garçons c'est rouge, les filles c'est blanc. Voilà. C'est une exclusivité parce que c'était pas dans les livres. Donc toujours dans les orties, on voit le chemin à gauche et sous la lumière, on voit les chenilles que vous avez peut-être déjà reconnues. Non? J'ai l'impression qu'il y a des naturalistes ici. Vous n'avez pas reconnu l'espèce? On se rapproche. C'est très courant sur les orties. Ça fait un peu crade parce que quand ça s'en va, il n'y a plus que leur crotte. On se rapproche, c'est très beau. De près, c'est carrément la robe du réveillon, là, hein. C'est très beau. Ouais, je vous dis pas son nom. C'est celui-là. Encore dans les chenilles, une autre. Pareil, un papillon de jour très courant, Nymphalidae. C'est celui-là. Donc en fait, il y en a plein qui sont inféodés plein de papillons dans ce genre-là, qui sont quasiment dans nos papillons de jour communs les plus beaux. Presque tous pondent exclusivement ou souvent dans les orties. C'est-à-dire que si on enlève les orties, on n'aura plus de papillons. C'est très important. Voilà un Robert le Diable qui est en train de s'approcher d'une ortie sans doute pour pondre dedans. C'est la même famille que les autres. Gros refuge d'escargots, les orties, vous devez savoir. Parce qu'ils ont un mucus qui les protège de tout, hein. Vous mettez une lame de rasoir, l'escargot il passe dessus, il n'a rien. Donc les orties, vraiment, c'est pas son truc. Il y a beaucoup de pucerons qui sont eux aussi protégés par le côté urticant des orties. Donc évidemment, il y a les fourmis qui viennent les traire. Ça, ce sont des charançons de l'ortie. C'est-à-dire que c'est des insectes qu'on ne voit que sur l'ortie. Et il y a quand même comme ça des dizaines d'espèces qu'on ne voit que sur les orties. Donc c'est très important, hein, les ronces, les orties, tout ce qui pique. Alors ça c'est sur une ortie, mais on ne les voit pas que ça. Vous connaissez une araignée des jardins assez courante. Alors son nom scientifique c'est Pisora misabirilis, non? C'est la pisore admirable. Admirable pour ses mœurs maternelles, mais on va déjà voir ses mœurs nuptiales. Alors ça c'est le mâle, et il a un truc blanc. Bon, ça, le truc blanc, en fait, c'est un pétale bon, au printemps, il y a plein de pétales blancs, ça signifie ça, c'est la femelle. Et ça, c'est le mâle qui fait un cadeau de noces, en fait, à la femelle. Il enroule une mouche, en général, une proie, quoi, qu'il empaquette, et puis il se balade jusqu'à temps qu'il trouve une conquête. S'il trouve personne, ben, il mange son cadeau. Et s'il trouve, ben, voilà, il essaye de séduire. Alors il y a plein d'espèces là je vais mélanger toutes les espèces d'araignées, mais il y en a plein qui font des cadeaux de noces. Celle-ci c'est la seule qui fait des cadeaux de noces en Europe, je crois. Et c'est un truc qu'on connaît mais qu'on voit très rarement. Et je l'ai donné à Christine Rollard, la spécialiste des araignées au muséum, qui était très contente d'avoir la photo parce qu'elle m'a dit c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et ce qui est dommage, c'est que là où je les ai photographiés, une semaine après, la faucheuse municipale a enlevé toutes les orties. Donc je ne sais pas ce que c'est devenu. Donc les mœurs des araignées. En général, le mâle occupe la femelle qui est quand même assez prédatrice et qui a bien besoin de protéines après l'accouplement, donc il pourrait se faire croquer. Donc pendant qu'elle consomme le cadeau, lui il consomme sa petite affaire et il s'en va.
Et il y en a même une espèce où ils sont assez mûches, c'est-à-dire qu'ils font un beau cadeau, mais il n'y a rien dedans. Mais le temps qu'elles s'en aperçoivent, il a fait son truc. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est un insecte que vous connaissez tous, mais à l'état de larve. Ouais, ouais, une coccinelle à 7 points. Et ça, on la rencontre beaucoup sur les orties aussi, notamment parce que il y a des pucerons. Et ben voilà la coccinelle. Et donc ben, on va terminer sur un animal porte-bonheur. Et on va passer aux questions, si vous voulez bien. Merci.